François Veillerette, bonsoir. Vous êtes directeur de Génération Future, c'est une association contre les dangers des pesticides, des OGM. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après des années de hausse, on apprend que le recours aux pesticides et autres herbicides utilisés dans l'agriculture a diminué, moins 2,7% en 2015. Il faut le dire quand c'est bien. Oui, alors enfin, on dirait, enfin une petite baisse, mais cette petite baisse, il faut la relativiser, puisque depuis 2008, finalement, c'est la première année où on a une baisse, et on est quand même la deuxième année de plus forte utilisation de pesticides depuis le lancement du plan Ecophyto. Donc c'est moins mauvais qu'une augmentation, mais il faut rester encore extrêmement vigilant. Depuis 2008, l'utilisation des pesticides, plus 20% en France. C'est ça, plus 20%. Donc on aurait dû réduire de moitié et on a augmenté de 20%. Voilà. Donc, alors, quelles sont les plantes les plus arrosées, entre guillemets? J'ai lu ces chiffres qui m'ont énormément surpris. Les tomates subissent 12 traitements chimiques par an. Les pêches, 17 traitements chimiques par an. Les pommes, 34. Ça veut dire une pomme, tous les 15 jours, elle se prend une saucée de pesticides? Oui, 34 traitements, c'est une moyenne. Il y a des régions où c'est même un peu plus. Ça veut dire que c'est même plus qu'une fois tous les 15 jours. C'est chaque semaine, régulièrement. Et vous avez donc de nombreux résidus dans ces fruits et ces légumes-là qui sont les plus traités. Il y a la vigne aussi qu'on a oublié, qui est très traitée, jusqu'à 19 traitements, par exemple, en Champagne. Mais de nombreux résidus. Est-ce que ça tue les insectes, les pesticides, c'est le principe? Entre autres. Oui. Est-ce que c'est vraiment dangereux pour l'homme? Est-ce que c'est documenté, ça? Alors, oui, maintenant, on a énormément d'études scientifiques. Ça a été d'ailleurs rassemblé par la recherche médicale publique française, l'INSERM, qui a publié en 2013 un gros rapport d'expertise collective basé sur des centaines et des centaines d'études qui montrent clairement les dangers des pesticides pour la santé. D'abord, celles des agriculteurs, qui sont les plus exposés, mais aussi pour les personnes qui peuvent y être exposées indirectement sous forme de résidus environnementaux, par exemple, ou alimentaires. Donc ça, on sait que l'exposition aux pesticides va augmenter le risque de développer certains cancers, certaines maladies neurodégénératives, certains problèmes de reproduction. Et puis cette fameuse question des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens, ces substances qui peuvent agir à très faible dose, pose aussi la question de la santé de la reproduction et de l'impact sur le fœtus que porte la maman, même à des doses très faibles. Donc ça, c'est un problème sanitaire sérieux et très bien documenté maintenant. On sait qu'il y a une fille d'agriculteur qui a attaqué en justice les compagnies de pesticides parce qu'elle estime que le cancer de son père est lié aux pesticides qu'utilisait son père viticulteur dans le Bordelais. Juste quelques conseils pratiques. Si on épluche une pomme, est-ce qu'au moins, c'est bon? Il faut la laver ou... Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous moi, j'ai tendance à acheter les pommes bio. J'ai la chance d'avoir un petit verger, quelques arbres fruités derrière chez moi. Bio, il n'y a pas de pesticides? Il n'y a pas de pesticides de synthèse utilisés dans la culture bio. Donc, vous n'avez pas tous ces produits problématiques pour la santé ne sont pas dessus. Alors, il y a vraiment des enquêtes qui nous rassurent bien. La répression des fraudes surveille ça. Les cas de fraude sont extrêmement rares et ils sont bien suivis. Donc, alors, quels sont les fruits et légumes qu'il faut absolument acheter en bio? Parce que malheureusement, dans l'agriculture conventionnelle, ils sont trop arrosés et dangereux. Oui, donc les plus traités, donc vous avez cité effectivement la pomme, mais aussi des fruits qu'on ne peut pas peler. On ne peut pas peler un grain de raisin, sinon il ne reste plus grand-chose. Ou la fraise, par exemple, qui sont aussi souvent traités. Et quand on les lave bien? Le raisin, on peut bien le laver, non? Alors la fraise, si on la lave trop, le problème, c'est qu'elle perd tout le goût. Et puis quand on la lave, on peut retirer une partie des résidus qui sont dessus, mais une partie seulement. C'est-à-dire qu'il en reste en gros une grosse moitié. Toutes les études qu'on a pu lire sur le sujet nous montrent ça. Donc laver, ça ne peut pas faire de mal. Il faut de toute façon laver les fruits qu'on va consommer. Mais on ne va pas se débarrasser des pesticides comme ça, parce que ce sont des substances qui sont faites pour ne pas être lessivées par l'eau. Sinon, à la première pluie, elle dégagerait et ne serait pas efficace. Donc, de toute façon, par construction, par nature, on ne peut pas les laver entièrement. Mais une pomme traitée avec ces 34 traitements chimiques, même épluchée, elle reste gorgée de pesticides? Alors, ou bien quand même on a éliminé l'essentiel? Si vous pelez, si vous enlevez la peau et quelques millimètres en dessous, vous allez tout retirer. Mais le problème, c'est que vous allez aussi vous débarrasser d'une grosse partie des vitamines qui sont justement sous la peau. Donc si on mange des fruits, c'est aussi pour leurs bienfaits et leurs vitamines. Donc autant essayer de manger la pomme sans les pesticides, mais en gardant les vitamines, c'est l'intérêt des pommes bio. Alors la France est le deuxième plus gros consommateur de pesticides en Europe, derrière l'Espagne. Est-ce que ça veut dire que les fraises qui nous viennent d'Espagne, alors c'est encore plus chargé que les fraises françaises? C'est ce qu'on pensait, nous, il y a quelques années. On a fait d'ailleurs des tests. On a fait analyser des lots de fraises françaises et espagnoles à un laboratoire spécialisé. Et on a eu la surprise de voir le contraire, c'est-à-dire que finalement, les fraises espagnoles étaient un tout petit peu moins chargées en résidus de pesticides. Donc, vous voyez, les idées reçues, on peut s'en méfier. Il y a des producteurs français qui étaient vraiment très bons, on ne trouvait aucun résidu, et d'autres qui étaient moins bons. Et comment on le sait, ça? On le sait, moi je le sais. Il faut faire le test en laboratoire? Voilà, moi je le sais parce quand vous allez chez un verger...
Mais quand on achète, quand on est consommateur, on ne le sait pas. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on achète son fruit en tant que consommateur, on ne sait pas avec quel produit ça a été traité. On ne sait pas combien de fois ça a été traité. Ouais. Donc nous, on demande d'ailleurs qu'une évolution de la législation sur ce point. Nous, on peut faire des analyses en laboratoire, mais ça coûte entre 200 et 300 euros. Les légumes, c'est pareil ou c'est mieux? Les légumes, on a en général un petit peu moins de résidus, mais les légumes qui sont en contact alors, la salade, comme la salade, qu'on en a analysé aussi il y a quelques temps, des salades, on avait trouvé, je crois, en moyenne 4 résidus de pesticides dans les salades non bio qu'on avait analysées. Donc là aussi, ça vaut le coup de pouvoir, parce que la salade non plus, on ne va pas l'éplucher, la feuille, elle est là. Donc de se tourner vers des légumes qui sont issus d'une culture sans pesticides de synthèse. Mais est-ce que c'est vraiment un bon conseil que de manger 5 fruits et légumes par jour? Alors, de toute façon, il faut le dire avec force, il faut manger des fruits et des légumes. Même chargés de pesticides. La plus mauvaise des habitudes, c'est de ne pas en manger, évidemment. Donc il faut en manger. 5, ça peut même être plus, mais il faut essayer d'avoir tous les bénéfices des fruits et légumes sans avoir les inconvénients. Donc tournons-nous vers des cultures bio sans pesticides de synthèse et donc sans résidus à l'intérieur. Alors justement, ces chiffres de pesticides ne tiennent pas compte des néonicotinoïdes, ce sont ces tueurs d'abeilles. On les utilise toujours, les agriculteurs les utilisent toujours, et dans quel but? Alors, ce sont des insecticides qui enrobent en fait les graines. Ouais. Ils sont tellement puissants que quand la plante va pousser à partir de cette graine, ils vont se répandre dans l'ensemble de la plante et tous les insectes qui vont venir butiner les fleurs de la plante ou piquer vont être tués par ces produits-là. Vous vous rendez compte de la puissance toxique qu'ils représentent. Alors, en France, on a une loi qui vient d'être votée qui a décidé qu'on allait interdire ces produits-là dans quelques années, 2018 avec quelques dérogations jusqu'en 2020. Donc, on va en sortir dans les années qui viennent en France. Mais il y a encore quelques années à passer, et d'autant plus, le problème est d'autant plus aigu que ces produits-là sont assez rémanents, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie dans le sol qui est importante, et même si on arrêtait aujourd'hui, les cultures suivantes, dans les 2-3 années qui viendraient, continueraient à pomper ces résidus néonicotinoïdes, même si ce sont des quantités faibles qui sont dans le sol, mais elles sont assez fortes pour pouvoir continuer à impacter les insectes, d'où cette loi qui a prévu de les interdire de par leur très grosse toxicité. Alors les agriculteurs en tous les cas disent en attendant qu'ils n'ont pas de solution. Alors on va écouter un agriculteur qui explique pourquoi il a recours à ces néonicotinoïdes. Mais auparavant, on entend un apiculteur qui lui se lamente de voir ses abeilles mourir en masse. On écoute. À cause de ces produits-là, eh bien, derrière, nos colonies à long terme sont de piètre qualité, quoi. Donc derrière, nous, on rame pour pouvoir maintenir le cheptel et puis pallier les 40% de mortalité qu'on a malheureusement d'année en année. Moi, aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin pour le blé. J'en ai également besoin aussi pour protéger mes colzas. Donc voilà, et aujourd'hui, moi, j'ai pas de solution alternative. Si demain, on a une solution alternative à très court terme, pourquoi pas, mais aujourd'hui, je la connais pas. Et oui, il explique dans le reportage que sans nicotinoïdes, il pourrait avoir des rendements divisés par 2, une production divisée par 2. Alors, c'est un argument qui ne tient pas. Je vous explique pourquoi, c'est très simple. Quand ces produits sont arrivés sur le marché, si c'était aussi miraculeux, et en suivant la mathématique que vous m'exposez, les rendements auraient dû être multipliés par 2. Or, les rendements n'ont pas augmenté au moment de... alors, il est idiot, il est menteur, cet agriculteur ? Non, mais ce sont des gens à qui, depuis de nombreuses années, on a vendu ces produits-là comme des produits miracles, indispensables, alors que c'est totalement faux. En Europe... C'est le lobby des multinationales. Oui, alors c'est un produit qui est pratique d'utilisation parce que l'insecticide enrobe la semence. Donc vous n'avez pas besoin d'aller traiter et la plante va être protégée, mais elle va être aussi gorgée de cet insecticide pendant toute sa durée de vie. Mais un pays comme l'Italie, qui a supprimé de très nombreux usages de néonicotinoïdes il y a quelques années, n'a pas vu sa production céréalière diminuer. Donc ça, c'est un argument qui ne tient pas. Et le plan de réduction de l'usage des pesticides est sorti, et son bilan, il y a quelques heures. On en reparlera, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce bilan, on a montré aussi que des fermes de démonstration, particulièrement bien entourées par des conseillers agricoles bien formés, avaient aujourd'hui des performances où on voyait que la réduction est possible pour peu qu'on mette en place des systèmes de culture spécifiques, mais ça demande de la formation. Merci beaucoup François Veilleret, donc directeur de Génération Future. La bonne nouvelle, c'est quand même que l'usage des pesticides a enfin baissé, moins 2,7% Petit début. En 2015. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. François Fillon peut-il tenir? Déjà, un député républicain, Georges Fenech, estime que François Fillon ne peut plus être candidat après les dernières révélations du Canard enchaîné. C'est dans l'air est intitulé ce soir, la droite va-t-elle lâcher Fillon?